Quelques mois après la validation de l'extension de Koutamako au patrimoine mondial de l'UNESCO, plus précisément en septembre dernier, les interrogations continuent de planer aussi bien sur la signification d'une telle décision pour notre communauté que sur son avenir. Si certains membres de la communauté, et pas des moindres, ne cachent pas leur pessimisme bien justifié, d'autres travaillent inlassablement aux côtés de la Commission nationale linguistique d'Itamari pour mettre à profit cette distinction. C'est le cas de l'archéologue Didier Nda, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, qui a d'ailleurs travaillé d'arrache-pied à cet aboutissement. Dans cet entretien qu'il a bien voulu m'accorder à son domicile, il est revenu sur le processus qui a abouti à cette extension et surtout les opportunités que celle-ci offre aujourd'hui à notre communauté et plus particulièrement dans le domaine de la recherche qui est le sien. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce nouveau rendez-vous du savoir et de la culture sur votre chaîne Carrefour du Koutamako. Bienvenue sur le Carrefour du Koutamako, le lieu où le passé et l'avenir d'un peuple se rencontrent et se révèlent. Alors bonjour professeur Didier Nda. Oui, bonjour. Vous êtes archéologue, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Oui. Merci de nous recevoir une nouvelle fois sur Carrefour du Koutamako. Oui, merci. J'espère que vous portez bien. Oui, ça va, ça va. D'accord. Alors nous discutons aujourd'hui autour du sujet de l'extension de Koutamako, du classement de Koutamako patrimoine mondial de l'UNESCO. On va voir le processus qui a abouti à cette validation et les perspectives. Oui, on peut aller? Oui, ça. D'accord. Alors, il ne serait jamais assez de le dire. Depuis septembre dernier, l'UNESCO a validé l'extension de Koutamako du côté du Bénin. Ça a été le résultat d'un long processus dont vous avez été, il faut le dire, à l'avant-garde. Alors, aujourd'hui, nous savons que vous avez été très impliqué sur ce dossier. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le processus qui a abouti à cette validation? Oui, d'accord. Merci, monsieur le journaliste et mes chers frères. Oui, par rapport au classement de Koutamako, ça a été, c'est vrai, un long processus. Bon, nous n'avons pas été à l'avant-garde, mais nous avons participé donc en tant que membres de la communauté à la rédaction de ce dossier. Il faut dire le processus a été expliqué, hein, le président de la commission, Justin Nata, a expliqué plusieurs fois un peu le processus. C'est d'abord l'État béninois qui prend l'engagement sur lui de pouvoir introduire le dossier. Et donc depuis le classement du côté du Togo, le Bénin n'avait vraiment pas pris le dossier à bras le corps et à partir de 2020, le DPC a vraiment pris à bras le corps la rédaction du dossier. Oui. Et donc à partir de la rédaction du dossier, il fallait absolument rédiger un dossier qui puisse tenir compte du paysage culturel, parce que le Koutamako a été classé comme un paysage culturel. Et donc ce sont les éléments de ce paysage culturel qu'il fallait décrire et pouvoir faire ressortir qu'est-ce qui faisait l'originalité du Koutamako du côté du Bénin, qu'est-ce que le Koutamako apporte à nouveau au fait qu'on puisse le compléter au Koutamako du Togo. Et donc pour ce faire, il y a eu un certain nombre de missions pour recueillir les données. On va certainement revenir sur les éléments que... Voilà, oui, un certain nombre de missions pour recueillir les données qui montrent bien ce paysage culturel et cette originalité dans Koutamako. Et donc après ce processus, un dossier a été déposé donc en temps et on s'est fait assister de cratères qui dans le montage du dossier. Donc, et on a fini par déposer le dossier, je pense en 2020-2021, le dossier a été déposé. Et donc il y a eu l'évaluation par l'ICOMOS. Donc l'évaluation par l'ICOMOS qui est venu constater, qui a demandé qu'on corrige un certain nombre d'éléments. Ce qu'on a fait, on a envoyé. Mais le point crucial a été que quand le dossier a été validé, l'ICOMOS a donné son accord. Oui. Il y a eu un certain nombre de remises en cause. C'est là où on a été obligé vraiment de parler au plus pressé. Et donc au nombre des remises en cause, c'est qu'il fallait absolument montrer un peu le côté de l'originalité. Donc un certain nombre d'éléments ont été complétés. Et après ce complément, je pense que
le Centre du patrimoine mondial a fini vraiment par valider, au vu de ces compléments, que le dossier puisse passer à la session. D'accord. C'est ainsi que le dossier a été classé. D'accord, on va revenir sur ces éléments. Mais avant d'y arriver, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées au cours de ce dossier-là? Non, les difficultés, il faut dire, les difficultés étaient principalement liées et un peu à l'immensité du Koutamakou, qui ne se comportait pas comme un site normal de classement. Pour classer, vous avez les zones tampons, il y a une définition. Mais le Koutamakou étant très large, définir ces zones-là était vraiment difficile. Au point où je me rappelle la première fois, quand le dossier a été évalué, on a dit de trouver des zones tampons, de délimiter le Koutamakou par des routes et des montagnes, par des cours d'eau et autres. Et donc, et ça, c'était vraiment compliqué. Oui, c'était compliqué, justement. On a dû expliquer à l'UNESCO que délimiter le Koutamakou par telle route que eux ils avaient identifié, laisse une bonne part du Koutamakou de tel côté, par telle montagne, c'était difficile. Ils ont aussi dit par tel cours d'eau, par exemple le cours d'eau dont ils parlaient se retrouvait dans le territoire, dans le Koumarkou, le territoire des Waba. Donc on a dû d'abord faire un argumentaire pour montrer que ce n'était pas possible, avant que ça ne puisse continuer. Donc la difficulté était liée un peu à la compréhension de notre système d'organisation. Et donc à chaque fois, ces remises en cause étaient liées à cette compréhension. Ça, je vais donner un exemple. Et les autres difficultés étaient un peu liées au fait qu'il fallait se coller vraiment aux thèses de l'UNESCO. Et quand vous interprétez, c'est pas toujours facile. Et aussi tenir compte du fait aussi que sur le terrain, les populations ne comprenaient pas très bien, ou jusqu'à aujourd'hui ne comprennent vraiment pas ce classement-là apporte quoi, qu'est-ce que cela donnait. Et donc ça, cette difficulté même demeure encore. Donc il faut que les Tamara puissent vraiment comprendre pourquoi il y a eu le classement. Et justement, c'est le but aussi de l'émission, c'est d'expliquer vraiment l'essentiel de ce qui a été retenu pour être classé, pour qu'on puisse le maintenir. Donc les difficultés aussi, c'était aussi montrer aussi cet essentiel-là à travers le Koutamakou. À partir du moment aussi, il y a eu des centres urbains effectivement qui se sont développés dans Koutamakou. Quand tu prends Bukumbe Nata, et tu prends Natitengu et autres. Donc la difficulté a été vraiment de pouvoir faire ressortir dans le dossier l'essentiel de ce qu'on attendait donc, pour pouvoir valider le dossier. Maintenant, naturellement, il y a eu donc le côté financier qui n'y était pas. Ah oui. Oui, parce que tout ça, c'est un gros travail. Hein. C'est un gros travail et parfois on était obligé de sortir de l'argent de notre poche. Le DPC, je me rappelle au cours d'une de nos missions, avec le DPC, on ne s'est pas entendu parce que non seulement tout ce que j'avais était fini, on devrait intéresser les gens sur le terrain, c'était de notre poche, des trucs comme ça. Ouais. Mais, sauf que ça s'est très bien passé puisque par fini, bon, c'était accompagné un peu comme l'Éco Bénin, le gouvernement béninois à la fin, donc quelque peu. Oui, mais quand vous dites que ça s'est bien passé, je pense à l'implication des sachants locaux. Oui. Est-ce que vous avez senti vraiment une implication des sachants au niveau local? Oui. Tous ceux qui devaient faire des apports l'ont fait. Il y a une implication. Et ça, d'ailleurs, cette implication de la communauté, le Koutamakou ne pouvait pas être classé. Parce que la mission de l'ICOMO, c'était de voir si les Betamaribé eux-mêmes adhèrent vraiment, s'ils adhèrent réellement. Et donc, toute la communauté s'était mobilisée avec donc, les sages, les représentants. Donc tout ce qu'il fallait, je pense qu'on a eu l'adhésion qu'il fallait. Ça, de ce côté, il n'y a pas eu trop de problèmes. D'accord. Alors, entrons dans le vif du sujet. Quels ont été les éléments qui ont vraiment prévalu à cette validation? Quelles sont les particularités? Voilà, les particularités. Je pense que c'est là où on doit vraiment sensibiliser le peuple tamaré à maintenir ces particularités. Et elles ne sont pas très nombreuses, c'est de 3-4 ordres. Donc on a dit que c'est un paysage culturel humain vivant, un paysage culturel vivant. Donc l'UNESCO a voulu savoir qu'est-ce qui est vivant dans Koutamakou qui
remonte à plusieurs siècles ou à l'origine et qui existe encore. Et donc, dans l'argumentaire qui a été présenté, le premier élément vivant culturel qui existe, c'est l'habitat dispersé. D'accord. C'est l'organisation du peuple tamari autour de l'habitat dispersé. Aujourd'hui, l'habitat n'est plus très dispersé dans les centres urbains, périurbains. Mais quand vous allez dans les villages, vous avez donc une configuration très claire de cet habitat dispersé. Et donc la dispersion de l'habitat est la caractéristique majeure du peuple tamari. Et donc quand vous prenez un habitat, quand vous allez dans un village tamari, on a dû montrer que vous avez d'abord ce que nous appelons stiens, les cases. Et autour des cases, il y a toujours ce qu'on appelle un perm, que les gens appelaient les jardins de cases. Bon, moi, je dis mpérm, bon, est-ce qu'on peut le traduire pas? Mais il y a le mpérm. C'est dans le mpérm qu'on fait donc les semis, les pépinières de mil et autres qu'on enfume en saison sèche avec donc les restes d'animaux, on attache les bœufs et il y a l'enfumage. Donc c'est ce qui fonde donc l'habitat dispersé. Ça veut dire chaque maison avait besoin de cet espace-là pour pouvoir donc élever les animaux, enfumer. Donc ce qui fait que les maisons étaient dispersées de part et d'autre. Sans compter qu'il y a aussi la mesure sécuritaire. Parce qu'en termes de sécurité, c'est difficile de maîtriser un habitat dispersé qu'un habitat groupe. Le peuple tamari était aussi stratégique. Et donc, il y a cet habitat dispersé. Donc l'espace de l'habitat dispersé a été documenté. Donc vous avez le mpérm, les pénins et les parts. Donc la grande brousse, et de quoi, ce qu'on appelle de quoi. Donc tout ça a été dispersé et tout ça a été documenté et a été prouvé. A été prouvé parce qu'on a pu prendre des photos, montrer donc par des schémas que cela existait. Bon, donc ça c'est... Et ça, on s'entend que ça doit être maintenu. C'est ça. Ça c'est important. Ensuite, le deuxième élément, c'est les croyances. Donc la contribution des croyances à la pérennisation du Koutamakou et de son environnement. Et donc la croyance c'est quoi? Le peuple tamari, le village tamari ne pouvait se concevoir sans se concilier donc les ancêtres et sans les croyances. Donc les croyances étaient omniprésentes dans la cosmogonie du peuple tamari. Donc quand vous arrivez dans un village tamari, vous allez voir une alternance donc de bosquets, enfin, ce qu'on appelle donc Yetoré, je ne sais pas, du côté de Koutiérou, mais du côté de Boukoumé, il y a encore un autre nom. Mais Yetoré chez nous, c'est un peu les bosquets qui protègent le village, les maisons et autres. Donc, il y avait donc dans les villages des tas de pierres qui représentaient les déités, les divinités, si vous voulez. Voilà ce que vous appelez Etenkora. Donc tout ceci là, c'était lié au fait que le peuple tamari pensait que le monde invisible devrait forcément aider les êtres humains que nous sommes à suivre. Et donc du coup, ça faisait que tous ces essences multiséculaires étaient protégés. Et du coup, l'environnement est protégé. Donc aujourd'hui, quand on parle donc d'environnement durable, le peuple tamari savait le faire déjà. Et donc c'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, vous avez des bosquets qui entourent donc nos maisons. Il est interdit donc de couper un seul bois dans les bosquets, ce que tu appelles routiers, ce que nous appelons torrents, les cimetières. Donc tout ceci là a maintenu un environnement qui a été pris en compte dans le classement. Et donc il y a aussi le fait que cet environnement là, on a donc le tata. Donc dans chaque maison, dans chaque village, les tatas dont on parle, les sitiens, il n'y a plus le mot tata, c'est sitiens. Les sitiens dont on parle sont donc dans cet environnement. Et donc le tout fait un paysage culturel et très pittoresque et autres. En dehors de ça, il y a donc un peu les éléments du patrimoine culturel et matériel et immatériel. Les éléments du patrimoine culturel, matériel et immatériel ont été donc pris en compte aussi.
donc ont été prises en compte pour montrer un peu l'originalité de ce peuple. Et donc ces éléments-là, donc c'est la plupart des éléments qui ont été pris en compte. On a aussi documenté les techniques agraires. Les techniques agraires, c'est-à-dire au niveau de l'agriculture, quelles sont les techniques que utilisaient nos ancêtres et qui demeurent. Et quand vous prenez les cultures sur terrasse, il y a les cultures sur terrasse il y a très longtemps. Aujourd'hui, on a dû montrer comment cette technique-là est appliquée encore de nos jours. Et donc c'est tout cet environnement-là qui a fait l'objet d'un complément de dossier et qui a été validé. Donc, on s'entend que ces éléments-là sont très importants à maintenir. À conserver. À conserver, à maintenir. Donc, il faut que le peuple tamari soit sensibilisé pour que ces éléments ne soient pas vraiment... Oui, mais en parlant de la sensibilisation du peuple tamari, moi je pense maintenant aux jeunes, aux étudiants, à leur implication dans cette conservation. Comment est-ce que vous voyez ça? Oui, non, c'est une très bonne idée. Ça nous permet peut-être d'aborder la seconde partie de l'entretien. Oui. Les étudiants, non seulement les étudiants, mais bon, les ONG, les chercheurs doivent être mis à contribution pour documenter un certain nombre d'éléments dans le cadre pour mieux sensibiliser. Justement, je vous parlais donc de la culture matérielle et immatérielle. Quand vous prenez notre culture matérielle, il n'y a aucun inventaire digne de ce nom, de cette culture matérielle. Ça, c'est un travail qu'il reste à faire. Oui. Et donc, où les étudiants peuvent s'intéresser à ce pan. Parce que quand on parle de culture matérielle, vous avez donc plusieurs pans. Et quand je prends par exemple quelques pans comme la polémologie. La polémologie, c'est l'art de la guerre. L'art de la guerre. Voilà. Et le peuple tamari, en matière d'art de guerre, avait donc toute une série de flèches, d'armes et autres qui servaient, qui est encore inventorié, qui disparaît de plus en plus. Qui disparaît de plus en plus. Donc je peux donner l'exemple de ce que le peuple tamari avait des gilets par flèche. On appelait taon. Des gilets par flèche. Oui, oui. Ça, on ne connaît plus ça aujourd'hui. Oui. Moi, je ne l'entends que maintenant. Voilà. Donc, taon, ça existait, c'était des gilets par flèche. Quand vous prenez, par exemple, des pilles avec ropi, ça existe encore. Vous allez voir, c'est dans la même matière. C'était destiné à ce que la flèche ne puisse pas traverser. Donc, le casque, le pied que vous mettez là, c'est que la flèche ne pouvait pas traverser comme ça. Donc, et tout ça, il faut inventorier. Oui, il faut inventorier ces éléments-là, comment on s'en servait pour que ça ne se perde pas. Puisqu'on est en train de perdre, il y a des éléments qui partent. Quand vous prenez dans le domaine de la parure, mais le peuple tamari était extrêmement riche en termes de parure. Ça disparaît de plus en plus. Il y a par exemple quelques éléments que les gens connaissent encore, mais qui disparaissent, qu'il faut par exemple inventorier. Par exemple, ce qu'on appelle feuilleton d'affaires. Est-ce que vous connaissez ça? Les gens ne connaissent plus ça. C'était un truc qu'on mettait au bout comme ça et qu'on faisait, c'était très joli. Wow. Et tissé avec comme les coins et autres. Donc, feuilleton d'affaires, ça n'existe plus. Donc, ces éléments-là, il faut les inventorier. C'est de la recherche à faire pour faire de l'inventaire. Bon, quand vous prenez dans le domaine du patrimoine culturel et matériel, on a parlé de la polémologie et de la parure, il y a plusieurs autres éléments qu'on peut aussi aborder dans le patrimoine. Oui, la médecine traditionnelle par exemple. Oui, ça c'est un peu dans l'immatériel. Quand vous prenez le patrimoine culturel immatériel, la médecine traditionnelle était dans l'immatériel, mais au même moment qu'il était au service de la population. Donc, cet immatériel aussi peut être donc inventorié, mais c'est un peu plus compliqué, mais on peut l'inventorier, peut-être voir si on ne peut pas, à partir de ce qui est connu, de ceux qui sont là aujourd'hui, le réorganiser en termes de transmission. Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème qui se pose, c'est la transmission. C'est la transmission. Et quand on parle du patrimoine culturel immatériel, tu es aussi dans le monde des dieux, dans le domaine de la parole, des pratiques liées à la nature. Et ces pratiques-là, chez les Betamaribè, servaient au bien-être de la population. Je peux vous donner un exemple que j'ai vécu moi-même. Une de mes tantes avait accouché et le placenta n'était pas tombé. On sait que quand le placenta ne tombe pas au-delà d'un truc, là, tu meurs. Bon,
la matrone de la famille est venue voir mon grand-père qui était âgé quand même, qui avait une maîtrise. Moi, je l'ai entendu à la fin dire Tono au Tchadaou. Et donc au Tchadaou. Bon, moi, je ne savais pas c'est quoi. Ce que j'ai vu de mes yeux, quand il a amené la palette au Tchadaou, la palette avec laquelle la dame avait l'habitude de remuer la pâte, il est allé faire le télou. Il a pris de l'eau dans une calebasse. Il a pris un bol en argile, c'est-à-dire le boumon, mon état, papa. Et il est allé sur l'autel des ancêtres. Il a parlé, et il a déposé la palette dans le bol. L'eau qu'il a amenée, il a versé dans le creux de la palette. Et au moment où l'eau tombait dans le bol, il a tourné une fois. Et le présentant est tombé là. Waouh! La dame me dit que c'est bon. Wow. C'est la force de la parole et des pratiques. Oui. Et pour ça a permis de sauver cette dame. Par exemple, ça c'est un truc que j'ai vécu. Oui. Donc tu te rends compte que nos ancêtres savaient comment soigner, comment manier ce patrimoine culturel immatériel. Ça c'est un exemple que j'ai vécu. Donc comment on peut donc actuellement faire un inventaire orienté avec les anciens ou faire un truc là, en faire un corps où on peut faire de la transmission. Parce que ce qui se fait là, ce n'est pas du mysticisme, non, c'est la maîtrise des lois de la nature et des plantes. C'était la maîtrise des lois de la nature et des plantes. Je sais par exemple que cet oncle-là aussi était très bien dans les trucs de chance, il connaissait des plantes, et il soignait aussi. Donc comment faisons-nous pour que, en faisant un inventaire de ces pratiques-là, c'est vrai que ça doit être un peu protégé, mais que les anciens qui connaissent encore puissent accepter d'initier les jeunes qui peuvent le garder. Parce que l'autre problème aussi, actuellement, les gens s'en servent à des faits inavoués. Oui. Et c'est ce qui fait qu'on perd la réticence. Et donc, voilà un domaine de recherche aussi auquel on peut s'intéresser. À défaut même de le faire de façon très pointue, on peut organiser les anciens à connaître ces éléments-là, pouvoir les garder, pouvoir les transmettre dans un cercle restreint. Bon. Donc ça, c'est le patrimoine culturel immatériel. Quand vous prenez les techniques agrès, mais le peuple tamari a toujours été un bon agriculteur, mais il avait des techniques qu'il faut aussi inventorier. J'ai parlé tout à l'heure de la culture sur terrasse que l'UNESCO a demandé d'inventorier spécifiquement. Où on est allé pour ça. C'est une culture, c'est une technique agricole unique, c'est-à-dire comme il n'y a pas trop d'eau, on fait des terrasses qui maintiennent l'eau au milieu. Et ça permet de faire grandir les plantes le temps que notre effectivement, oui. Les techniques, bon, propres un peu au système d'aménagement, mais que nos ancêtres ont toujours. Un autre domaine, par exemple, de recherche qu'on peut, c'est au niveau donc de nos villages, de nos groupes socioculturels. Quand vous prenez n'importe lequel de nos clans, à l'intérieur, vous avez plusieurs subdivisions, vous avez des familles. Jusqu'à aujourd'hui, il est impossible de donner le nombre de clans dans le temps. Parce qu'aucune recherche approfondie n'est faite pour inventorier ces clans. Et même dans les familles, tu vois, à l'intérieur d'un clan, par exemple, tu prends moi, je suis du clan de Benon-Tibet, à l'intérieur, mais il y a tellement de subdivisions qu'on ne connaît même pas. Et donc, il faut que, par exemple, qu'au niveau des étudiants, au niveau des ONG, des chercheurs, que des pas soient pris et approfondis. Mais en dehors même de tout ça là, c'est de monter donc des projets, de vrais projets soutenus pour faire de la recherche, pour pouvoir non seulement faire connaître ce qui est là, mais maintenir aussi cet essentiel là qui peut permettre à notre communauté de pérenniser ce qui est essentiel donc pour la communauté. Oui, mais justement, maintenant que vous en parlez, en quoi est-ce que ce classement de l'UNESCO peut aider à aboutir à tout ce qu'on vient de dire? Oui, bon, ce classement de l'UNESCO, ce n'est pas qu'on aura de l'argent. Ah, mais oui, parce que c'est ce que il faut rechercher. Les gens pensent quand même là. Non, il faut rechercher les sources de financement. C'est un label qui nous permet de pouvoir rechercher les sources de financement. Et un exemple, par exemple, c'est le travail qui est fait par le World Monument Fund. Le World Monument Fund, quand un projet a été fait dans le Koutama, ils ont accepté de financer. Mais sauf que ce financement vient
par d'autres personnes qui, au lieu de faire le travail, dilapident les fonds et le peuple n'en jouit pas. Oui. Donc c'est que nous-mêmes qu'on puisse voir les organismes qui puissent financer les projets sérieux. Pourquoi pas l'UNESCO aussi. Et donc ça doit passer un peu par nos organes fêtières, nos chercheurs, les ONG et autres qui vont monter des projets avec la communauté et faire remonter. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce classement-là facilite la levée de fonds, la mobilisation des fonds, montrer par exemple, faire des projets pour montrer, je vous ai dit, les éléments essentiels et à sauvegarder. Oui. Ces éléments essentiels, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse avoir donc des fonds pour pouvoir pérenniser, protéger tout cela. Je donne par exemple un exemple. Quand vous allez à Dufoni, les gens sont à l'air libre. Un projet peut bien faire pour que, non loin des lieux, des forêts, on puisse faire donc des trucs d'hébergement. Quand les gens viennent, des trucs comme ça. Oui. Ça va encourager les gens à beaucoup venir. Donc ce classement nous permet de mieux valoriser la culture par la recherche de fonds. Bon, il y a bien sûr le tourisme. Mais sauf que le tourisme, il faut mieux le contrôler et mieux le planifier. Donc, ce classement-là est une plus-value qui fait connaître notre culture à l'international et qui nous permet à nous autres de sous ce sillage-là, à part de ce label, de faire des levées de fonds, s'organiser autour. Bon, il y a des projets qui montrent bien que si c'est sérieux, ça peut aller. C'est un peu le projet un peu sur la construction des Tatas qui est fait par quelqu'un dont je ne veux pas appeler le nom, mais oui. Et qui, à la fin, tu ne vois pas, on a réhabilité quelques 2-3 Tatas et puis les millions sont partis. Donc c'est d'avoir ces financements, même de les avoir vraiment pour faire un travail sérieux sur le terrain. Voilà, oui. Sur le terrain. Et donc on peut l'avoir. Donc ce classement-là est vraiment une plus-value. Mais c'est pas que vous aurez l'argent tous. Non, il faut que nous-mêmes on puisse s'asseoir. Mais aussi, quand on parle de financement, aussi en termes de recherche, est-ce qu'aujourd'hui les étudiants ou peut-être des chercheurs peuvent bénéficier aussi des financements de recherche? Oui, absolument. C'est de s'organiser pour soumettre ces projets de recherche aux institutions qui financent. Il y a le fonds des ambassadeurs pour le patrimoine culturel. Dans tout ce qu'il y a comme ambassade au Bénin, dans toutes les ambassades, vous avez des fonds pour le patrimoine culturel et autres. Donc on peut s'organiser, aller vers ces fonds. Oui. On peut s'organiser, aller vers ces fonds, les rencontrer, leur présenter ce qu'on peut faire. On peut aller vers ces fonds-là. En dehors de ça, vous avez des organismes à l'international qui veulent bien financer un peu comme le Codestria, le CEFIS. Il y a plein d'autres trucs où on doit faire de la recherche. Et nous-mêmes, bon, c'est de voir aussi à l'interne, on peut s'organiser à l'interne. Il y a eu quelques années une organisation où les cartes Tamari s'étaient réunis, cotisaient, logeaient les étudiants. Donc on peut aussi décider de s'organiser à l'interne pour appuyer tel volet. Et c'est d'ailleurs important. Oui, c'est important. Donc il ne faut pas voir seulement une organisation. Des financements qui viennent de l'extérieur. On peut s'organiser à l'intérieur aussi. Voilà un peu. D'accord. Alors à cette étape, aujourd'hui nous sommes en mai. Plus de 8 mois, je dirais, après l'extension. On en est où? Non, bon, l'extension actée, on a tous les tests, sauf que, bon, il faut faire les derniers réglages. Bon, je pense qu'il y a la valeur universelle exceptionnelle qui sera mise à jour sur la plateforme de l'UNESCO et après, je pense que petit à petit, les actions de terrain vont commencer. Mais c'est presque vraiment terminé. Je ne pense pas qu'il y ait encore trop de pouvoir, pas de moment c'est classé. Donc, c'est des réglages au niveau de l'État, avec les différents directeurs du département culturel. Et je pense qu'il y a normalement une réunion qui est prévue d'ici vendredi, pour régler ces derniers éléments. D'accord. Alors, professeur Dienda, je rappelle que vous êtes archéologue, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Et merci pour cette discussion autour de Koutamakou, de l'extension de Koutamakou, des perspectives et tout. Un dernier mot à l'endroit de la communauté? Non, pour la communauté, c'est vraiment de tout faire pour s'approprier ce classement-là. S'approprier ce classement, c'est essayer, bon, je ne dis pas de ne pas évoluer, mais de maintenir les éléments clés de notre culture qui
qui ont amené l'UNESCO à considérer le Koutamakou comme exceptionnel et pouvant figurer sur la liste du patrimoine mondial. Et donc travailler à ça, c'est un peu ça. Les encourager à toujours avoir ce qui tout ça là, bon, travailler à ça et que aussi bon que les cadres que nous sommes puissent vraiment aider à monter des projets de sauvegarde pour les populations, pour qu'on se mette ensemble pour travailler. Qu'on se mette ensemble pour travailler. Oui. Merci encore une fois, professeur. Oui, on se donne rendez-vous très bientôt. Oui, pas de problème. Allez, merci. Merci bien. Okay.